Comment devenir si riche que tu ne sais plus quoi foutre de ton argent? Salut la Parallax Nation, c'est David Laroche. Tu vas découvrir l'équation de l'argent pour comprendre comment t'enrichir sans bullshit et sans fantasme. Parlons chiffres. 1 million d'euros, c'est une somme astronomique, un montant qui en fait rêver plus d'un. Mais il y a encore plus grand. Représentons 1 million par 1x. Voilà 10 millions d'euros, voilà 100 millions d'euros, et voilà 1 milliard d'euros. Mais est-ce que vous connaissez la fortune estimée du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos? Elle est de 220 milliards de dollars. Une somme totalement inconcevable. Selon l'INSEE, le salaire médian français annuel est de 22 000 euros. À ton avis, combien faut-il d'années aux Français moyens pour accumuler la fortune de Jeff Bezos en épargnant 100% de son salaire? Il faut aux Français moyens, non pas 100 ans, ni même 1000 ou 10 000 ans, mais 9 millions d'années. Et pendant ce temps, il y a toi. Peut-être que tu te sens constamment inquiet, incapable de te détendre pendant des moments de loisirs, tu te demandes constamment si tu vas réussir à payer tes factures ou pouvoir financer tes rêves, t'es stressé à l'idée qu'il y a une urgence imprévue. Tu te dis peut-être, si seulement j'avais plus d'argent, tu pourrais enfin réaliser tes rêves, lancer ce projet qui t'inspire, faire ce tour du monde ou ce voyage, t'offrir cette maison, payer des études à tes enfants, faire cette formation qui t'inspire. Bref, l'argent, pour beaucoup de personnes, c'est source du fantasme de pouvoir enfin accéder à une source de liberté. Et s'il existait un moyen? Et s'il existait une équation de la richesse? Une équation qui, si tu la comprends, peut te permettre de changer ta destinée financière. Mais attention, pas une énième solution miracle qui te promet de devenir riche sans rien foutre. Parce que le problème, c'est que l'argent, c'est un sujet qui est rempli de fantasmes. Et même Hollywood participe à ça. Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. I want you to deal with your problems by becoming rich. Mais c'est pas qu'Hollywood, le problème c'est aussi toutes ces solutions financières un peu opaques qu'on voit sur internet qui te promettent des miracles. Et donc avant de te donner l'équation de l'argent, j'aimerais te parler de l'un de nos partenaires. Récemment on a interviewé Mathias Bacchino de Trade Republic, vous avez adoré l'interview. Et moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est que contrairement à une banque classique, Trade Republic te reverse directement les intérêts de la banque centrale, actuellement 3,25%. Et donc au lieu de prendre une grosse part comme la majorité des banques, elles enlèvent les intermédiaires. Résultat, c'est plus d'1 milliard d'euros d'intérêts versés en seulement 18 mois à leurs utilisateurs. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés en tout petit à la 35e page du contrat. Pas de frais pour ouvrir un compte, pas de frais d'inactivité, tout est transparent. Et j'en parlerai plus tard, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont rendu l'investissement facile, même si tu débutes. Leur application, elle est simple d'utilisation, donc franchement, si tu veux commencer à faire travailler ton argent sans prise de tête, je te conseille de télécharger maintenant l'appli gratuite et la tester. Je te mets le lien dans la description. Vas-y. Alors, quelle est l'équation de l'argent? Ça m'amène à mon premier paradoxe modèle. Si tu as envie de l'argent, peut-être que c'est pas l'argent qu'il s'agit de chercher. Souvent, tu as dû entendre des gens dire ça. Mais comment ces joueurs de football sont si bien payés? Alors que tu vois des infirmières, des infirmiers, des professeurs, des personnes qui mettent leur cœur et leur âme pour créer de la valeur pour d'autres personnes et pour autant, ils sont pas bien payés. Le truc, c'est que le marché, il n'a pas d'émotion. Si les gens voient de la valeur dans le football, alors ils vont avoir envie de dépenser de l'argent dans des matchs, dans des produits dérivés. Si beaucoup de personnes mettent de la valeur sur le football, et s'il y a des millions de personnes pour qui c'est le cas, ta récompense financière n'est pas corrélée avec l'effort que tu as fourni pour gagner de l'argent, mais elle est corrélée avec le nombre de personnes qui voient de la valeur dans ce que tu fais. Quand, par exemple, tu es un super professeur, au mieux, tu vas avoir, si tu as 5 classes de 30 personnes, 150 personnes qui mettent de la valeur sur ce que tu fais. Mais quand tu es Mbappé, tu peux avoir 100 millions de personnes qui mettent de la valeur sur ce que tu fais. À ton avis, qui travaille le plus dur entre un boulanger qui se lève à 3 h du matin pour créer un très bon pain et un développeur informatique? La difficulté, si on ne veut pas rentrer dans un débat, elle est potentiellement la même. Mais le salaire d'un excellent développeur va être bien supérieur à un boulanger. Pourquoi? Non pas parce que la vie récompense l'effort, la vie récompense la valeur. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important à comprendre. Au lieu de courir vers l'argent, au lieu de courir vers t'enrichir, le but, c'est de te demander comment
j'augmente la valeur que je peux apporter aux autres et au marché. Pourquoi un développeur peut gagner plus d'argent? Parce qu'un développeur, il est en capacité, s'il est excellent, de pouvoir économiser à une entreprise des centaines de milliers, voire des millions d'euros. C'est hyper intéressant de voir que là où Hilton possède des milliards de dollars d'hôtels, Airbnb ne possède aucun bien. Mais le développeur, il va permettre à Airbnb de pouvoir connecter des millions de propriétaires à des millions de visiteurs et permettre d'avoir une expérience augmentée, plus de surface qu'une chambre d'hôtel, pour le même prix, voire moins. Et régulièrement, j'entends des personnes me dire « mais je comprends pas, c'est dégueulasse, comment ça se fait qu'un McDonald's gagne beaucoup d'argent alors qu'ils détruisent le monde ?» Mais en fait, c'est plus subtil et complexe que ça. La vie ne récompense pas l'éthique. Le marché ne récompense pas l'éthique. Le marché ne récompense ni le bien ni le mal. Le marché récompense un seul truc. Est-ce que des gens perçoivent qu'ils reçoivent de la valeur? S'il y a des gens pour qui le rêve, c'est de pouvoir tuer des personnes, alors les armes, les chars, les avions de chasse ont de la valeur. Le marché ne récompense pas tes émotions, ton romantisme, de ce que tu considères bien ou mal. Le marché récompense simplement les gens qui résolvent les problèmes des gens. Si tu veux de l'argent, il s'agit d'arrêter de courir vers l'argent. Si tu veux de l'argent, tu veux résoudre des problèmes. Je t'invite à prendre le temps d'intégrer cette phrase. Si je veux de l'argent, je veux résoudre des problèmes. On a quoi comme problème pour le monde? Les gens ont des problèmes de santé. Ils ont envie de dormir mieux, de perdre du poids, de guérir de certaines maladies, de voir mieux. Et vous êtes d'accord que quand ta santé est affectée, ça a de la valeur pour toi. Si tu veux avoir les abdos de Cristiano Ronaldo et que tu as souffert dans ton enfance de te sentir trop frêle et que pour toi, créer le physique de tes rêves, c'est une manière de t'estimer, de prendre de la place et d'être plus charismatique, alors tu seras prêt du coup à mettre beaucoup plus d'argent parce que quelqu'un résout tes problèmes. Ça peut être ta santé mentale, ça peut être ton bien-être avec les massages, ça peut être des problèmes technologiques, des problèmes financiers, des problèmes environnementaux, des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes de divertissement. On a tous une vie qui est compliquée. Quand tu as passé ta journée à travailler, à faire face à des problèmes, que tu es face à tes traumas de ton enfance, que tu te sens seul, si tu es en capacité de leur proposer une expérience, par l'humour, par le voyage, par un jeu vidéo qui leur permet d'échapper leur réalité, de s'évader, et ben ils vont être prêts à mettre de l'argent. Une entreprise, elle va mettre de l'argent pour avoir de la stabilité financière et donc elle va recruter un directeur financier. Elle va mettre de la valeur pour des vendeurs qui vendent mieux, des marketeurs qui marketent mieux, des directeurs de marques qui créent des marques encore plus sexy. Elle va mettre de la valeur sur les personnes qui sont capables d'organiser l'équipe. Le marché ne récompense ni les entreprises ni les salariés qui sont pleins de bonne volonté. Le marché récompense uniquement les entreprises et les individus qui sont en capacité de résoudre mieux les problèmes que les autres. Donc si tu résous un problème, tu vas recevoir de l'argent. Si tu résous un problème à 1 million, la solution elle te rapportera 1 million et plus. Si tu résous un problème à 1 milliard, la solution te rapportera 1 milliard et plus. T'as deux choix. Soit tu résous un gros problème pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Si je m'adresse à des personnes qui sont milliardaires et qui ont un enjeu de survie psychologique, physiologique, relationnel, eh ben ils vont être prêts à investir beaucoup de leur patrimoine pour protéger ce qui est le plus important. Donc soit je sers très peu de personnes de manière exceptionnellement bien sur un gros problème pour eux, soit je résous un vrai problème pour beaucoup de monde. L'un ou l'autre, ou tout le dégradé qui est entre les deux. Prenons Tesla. Tesla, c'est ni bien ni mal. Mais Tesla, c'est une entreprise donc créée par Elon Musk qui résout plusieurs problèmes. Les gens pour qui l'environnement, ça a de la valeur, peuvent s'offrir une voiture qui a un impact de meilleure qualité sur l'environnement. Ceux pour qui l'esthétique a de la valeur vont pouvoir s'offrir une voiture qui est plus stylée. Ceux pour qui le statut a de la valeur vont pouvoir s'offrir une voiture qui non seulement est stylée, non seulement a de la valeur au niveau environnemental, mais en plus permet de rentrer dans une cour différente. Apple te donne pas simplement un bel ordinateur, te donne pas simplement un bon ordinateur, te fait rentrer dans un club privé de gens qui sont stylés. Tesla est une billion-dollar compagnie. Pourquoi? Elle résout plusieurs problèmes de millions de personnes. La clé donc, c'est que tu passes ton temps
à regarder autour de toi pour identifier des problèmes importants et créer des solutions innovantes. En résolvant ces problèmes, tu vas créer de la valeur et la réussite financière, elle est naturelle. Moi, j'ai pas envie de compter sur la chance, même si j'ai envie d'avoir de la chance. J'ai pas envie de compter sur l'économie, parce que l'économie, je la décide pas. J'ai envie de compter sur des choses qui sont en mon pouvoir, c'est la philosophie stoïcienne. Et donc, en m'obsédant à résoudre des problèmes qui ont de la valeur pour les autres, je rends la réussite financière de Paradox, et la mienne, garantie. Tu veux toujours commencer par un problème. Qu'est-ce que dit le marché? De quoi les gens souffrent? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Qu'est-ce qui devrait exister selon eux? Qu'est-ce qui les frustre? Est-ce que tu vois la différence? La majorité des gens, ils sont obsédés par quoi? Moi. Je veux m'offrir mes vacances. Je veux m'offrir ma voiture. Je veux gagner de l'argent pour moi. Mais si tu veux gagner de l'argent, il s'agit d'arrêter d'être focalisé sur toi et de focaliser sur les autres. De regarder ce que les autres veulent. D'être obsédé et d'avoir de l'amour pour l'humanité. Pas toute l'humanité, mais d'avoir de l'amour pour une fraction de l'humanité auprès de qui tu vas mettre ton génie pour essayer de rendre leur vie meilleure. Tu vas le faire, non pas comme simplement le boulanger, tu vas essayer de résoudre un problème là où d'autres n'arrivent pas à le résoudre. Parce qu'encore une fois, si tu résous un super problème mais qui est très facile à résoudre pour des centaines de personnes, alors ton service est une commodité. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Tu veux apporter une résolution qui est compliquée pour d'autres, c'est un avantage compétitif que d'autres auraient donc du mal à apporter. Paradoxe modèle numéro 1, si vous voulez de l'argent, ne courez pas après l'argent, courez après les problèmes à résoudre. Est-ce que déjà ça a eu de la valeur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Mettez-moi en commentaire parce que ça a demandé vraiment du travail, de vous structurer ça de manière claire et pédagogique. Est-ce que c'est pas fascinant de voir que c'est un autre paradigme? Et je sais qu'une partie de vous le sait. Je sais qu'une partie de vous vous dit « j'en ai conscience ». Mais vous vous rendez pas compte à quel point il y a une différence entre en avoir conscience et se lever le matin avec l'intention d'avoir de l'amour pour l'humanité et de scanner autour de soi pour se dire quel est le problème pour lequel je suis la meilleure personne pour le résoudre. Quel est le problème que d'autres personnes n'arrivent pas à résoudre? Comment je fais pour devenir si talentueux que j'arrive à résoudre le problème de la vie des autres? Et ça m'amène du coup sur l'équation de la valeur. Si tu veux gagner de l'argent, tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui fait la valeur. Donc la valeur, elle est déterminée par quoi? On en a vu plusieurs. 1. Par à quel point le problème, il est complexe. Plus le problème, il est complexe à résoudre, c'est-à-dire que d'autres n'arrivent pas à le résoudre, plus il va avoir de la valeur sur le marché. Certes, Mbappé ne fait que taper dans une balle, mais peu de gens n'arriveraient à taper dans une balle comme Mbappé. Donc la question c'est pas est-ce que ça vaut des millions de taper dans une balle? Ça vaut des millions pour les gens de pouvoir se divertir et pouvoir se fédérer avec leurs amis autour d'une Coupe du Monde et de pouvoir célébrer ensemble, de suivre un joueur, être émerveillé par ce qu'il est capable de faire. La deuxième variable, c'est à quelle vitesse tu es capable de résoudre le problème. Parce que si par exemple, j'ai envie d'avoir des abdos et j'ai face à moi 2 personnes qui peuvent m'aider. L'une peut m'aider à avoir les abdos en 3 semaines, l'autre en 6 mois, pour lequel je vais être prêt à mettre plus d'argent. Celui qui peut m'aider à le faire plus rapidement. Si j'ai le choix entre 2 chirurgiens pour me faire opérer du cœur, l'un qui a un taux de réussite de 40% et l'autre qui a un taux de réussite de 98%, pour lequel des deux t'es prêt à mettre le plus d'argent? Dis-moi, ça serait intéressant de voir combien tu serais prêt à mettre d'argent s'il te reste 2 semaines à vivre et t'as un chirurgien, il n'y en a qu'un seul, qui a un taux de réussite de 98% et que les autres, la moyenne, c'est 40%. Et donc, est-ce que tu vois que plus le problème il est complexe, plus tu le résous rapidement et plus tu es en capacité d'avoir un taux de réussite élevé, plus tu as de la valeur donc dans les yeux du marché. L'équation de la valeur donnée, c'est finalement à quel point tu as un pourcentage du problème qui est résolu, c'est-à-dire je résous 10% du problème ou 30% du problème ou 100% du problème. À quel point le problème il fait mal, il est douloureux et à quel point il est complexe à résoudre. Et en dessous, le temps que je mets à le résoudre. Et vous êtes d'accord que si je résous 100% du problème, d'un problème qui fait extrêmement mal, que peu de personnes arrivent à résoudre et que je le résous rapidement, la valeur que je donne, elle est énorme. Et si en plus de ça, vous rajoutez à ça de servir des gens qui ont de l'argent,
alors la valeur que je vais être capable de recevoir, elle est immense. Je fais une petite pause, je respire. Parce que j'ai pas mangé là. Un peu d'énergie, ça fait bien. Barre de noix au myrtille, très bon. Allez, on reprend. Dans un de mes films préférés, Maximus demande à Proximo comment je peux obtenir ma liberté. Et est-ce que vous vous rappelez ce que répond Proximo? Proximo lui répond, si tu veux obtenir ta liberté, il faut que tu gagnes la foule. Et Maximus lui répond, je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Si je prends un exemple personnel, moi quand j'ai démarré, j'ai arrêté mes études d'ingénieur en informatique et je suis parti dans le coaching et la psychologie. Des coachs à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup et c'était un endroit qui était bizarre, par contre c'était très peu crédible. Et j'ai identifié des endroits où il y avait des gens qui avaient de la douleur et j'ai choisi des endroits où moi j'avais eu de la douleur. La timidité, la confiance en soi. Et c'était l'endroit qui me passionnait le plus parce que c'était l'endroit où j'ai souffert le plus et c'était l'endroit où il y avait une résonance avec le marché. Sauf qu'il y a plein de personnes qui, avec différentes approches, plus ou moins scientifiques, plus ou moins reconnues, qui essaient d'adresser ce problème-là. Et donc je me suis dit, comment je peux faire pour résoudre le problème de manière unique? Et j'ai mis ce qu'on appelle une spider map, c'est-à-dire une carte mentale, qui définit un petit peu les caractéristiques qui pourraient me permettre d'apporter plus de valeur que les autres. Je me suis dit, les gens ils veulent se sentir écoutés, ils veulent se sentir compris, ils veulent créer un lien avec leur accompagnant qui est si profond qu'ils vont pouvoir oser partager des choses qu'ils ne partagent pas avec une autre personne. Et donc j'ai besoin de devenir excellent dans ma capacité à créer un lien. Je vais avoir besoin d'être excellent dans le questionnement socratique, la maïotique, excellent dans ma capacité d'écoute, dans ma capacité de pensée critique, à comprendre c'est quoi le vrai problème profond, dans ma capacité à travailler les croyances et les perceptions du coaché, dans ma capacité à pouvoir être stratégique et l'aider à identifier le peu d'actions qu'elle a à mener pour accomplir son but. J'ai créé une constellation d'endroits où je pouvais devenir excellent. Et j'ai commencé à investir tout l'argent que je gagnais et que j'avais économisé dans diverses formations qui avaient différents objectifs. Si je prends ce qui m'a permis d'exceller, ça c'est la méthode que j'ai développée, que je l'ai appelée le Cognitive Strategy Coaching. Et donc ça c'est juste un petit aperçu de formations que j'ai explorées pour arriver à créer ma méthode. Je suis allé explorer les thérapies cognitives, la CBT, les méthodes sur la logothérapie par exemple, la maïotique, mais aussi des méthodes comme la méthode GROW, DBT, comment Pavlov a structuré le travail autour des habitudes, la dissonance cognitive, le travail de Carl Jung sur le self-awareness et plein d'autres. Le but c'est pas d'explorer ça maintenant, mais c'est de vous faire comprendre qu'en étant prêt à m'obséder d'une manière bien supérieure à la moyenne des coachs, j'ai été en capacité d'apporter de la valeur de manière bien supérieure à la majorité des coachs. Naturellement, je me suis mis à générer plus d'argent. Au lieu d'être focalisé sur vouloir obtenir, je vais être prêt à perdre de l'argent, à investir de l'argent pour pouvoir m'enrichir. Si je prends Paradox aujourd'hui, mon rêve c'est de faire de Paradox le Apple du dev perso. Mon rêve c'est de résoudre pour des millions de personnes un problème qui est latent, qui est beaucoup de personnes finissent leur vie avec des regrets de ne pas avoir vécu la vie qui les inspire. Il y a deux gros problèmes pour ça. Il y a un premier problème qui est de croire que c'est possible de changer, de découvrir tes rêves et ce qui t'inspire vraiment, de poser un objectif qui t'inspire vraiment. Et ensuite, il y a le deuxième problème qui est de développer toutes les compétences humaines qui sont nécessaires à réaliser tes rêves. La communication, la négociation, la gestion du stress, la pensée critique, la prise de parole en public, la résilience. Et donc c'est des compétences qui, si les personnes les développent, peuvent leur permettre de transformer leur destinée et leur vie. Donc ça c'est le problème qu'on veut résoudre pour des millions de personnes. Le truc c'est que apprendre c'est compliqué, se transformer c'est pas évident. Pour beaucoup de personnes, apprendre c'est ennuyeux. Lire des livres, se former c'est difficile. Et donc qu'est-ce que je fais depuis 2 ans? J'ai accepté de passer d'une entreprise qui était extrêmement profitable à ne plus faire de profit et à réinvestir tout l'argent que Paradox gagne dans des designers, le design, la créativité. On a investi sur 2 studios vidéo qui nous ont coûté tous les deux 150 000 € de matériel et qui nous coûtent tous les deux 100 000 € à maintenir par an. En mettant de la valeur sur la beauté, sur le design, on rend l'apprentissage plus agréable. Parce que la majorité des apprentissages sont difficiles à comprendre. Ça manque d'exemples, c'est pas assez didactique au niveau de la pédagogie. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec Paradox? On a investi sur ce qu'on appelle des learning designers. Des gens dont le seul métier, c'est d'améliorer le côté didactique. Apprendre, c'est difficile. Et quand c'est pas crédible, t'as du mal à apprendre. Et les gens, ils ont souvent besoin de crédibilité. Pour être crédible, c'est dur.
Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'investir de l'argent dans des personnes comme Lydia, dont la seule focus, c'est de regarder les études d'Harvard et Stanford. Et pareil, ça coûte de l'argent. C'est beaucoup de travail pour rendre la vie de nos clients, nos étudiants, un peu plus facile. Mais c'est des fondations qui vont nous permettre d'améliorer de plus en plus à quel point transformer sa vie, c'est facile. Aujourd'hui, je sais que Paradox, c'est l'intersection de 3 cercles. Paradox, c'est l'intersection de la psychologie, qui est vraiment ce qui m'anime le plus. La créativité, je me considère plus artiste qu'entrepreneur. Artiste au sens large, j'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime l'image, j'aime créer des choses. Et pour moi, en mettant de l'art dans la psychologie, on rend la psychologie plus sexy et plus agréable pour les gens. Et mon amour de la technologie, j'étais ingénieur en informatique, j'adore la technologie. Paradox, c'est l'intersection de ces 3 cercles. Il y a peu de personnes sur cette terre qui sont autant obsédées que moi sur l'humain, sur l'art et sur la technologie. Et donc, naturellement, le jour où on gagne, il y a très peu de compétition. Parce que ça me donne un avantage compétitif. Et c'est la même chose pour toi. Tu as une passion pour quelque chose, mélangée avec une passion peut-être pour l'art, une passion pour les relations, pour la structure, pour l'organisation, pour le fait de faire rire. Et quand tu mélanges tes compétences, c'est ce que Naval Ravikant appelle « specialized knowledge », l'endroit où tu as un truc unique à apporter au monde. Et quand tu es là-dedans, tu n'as plus de compétition. Donc, au lieu de vous soucier de gagner de l'argent, souciez-vous de l'humanité. Soyez prêts à mettre de la sueur, des larmes, et pas que des larmes de gratitude, des larmes de tristesse. Poursuivez et résolvez un problème qui a du sens pour vous. Et je peux vous assurer que vous gagnerez plus d'argent. Et c'est ça le paradoxe, être prêt à payer un prix pour être payé au prix que l'on souhaite. Donc arrêtez de courir vers les Get Rich Quick et toutes ces vidéos sur internet qui vous promettent de gagner de l'argent sans rien foutre. Ça n'arrivera pas. Arrêtez ces secrets pour devenir riche sans effort. De gens qui vous promettent, qu'en vous asseyant sur un canapé, à visualiser de l'argent, que ça va arriver. Qui vous promettent que c'est une question de vibe et de vous connecter à l'argent pour que ça arrive. Je connais aucun millionnaire, multimillionnaire qui l'est resté de manière durable pour lequel c'est la loi d'attraction qui l'a fait devenir riche. En revanche, je connais plein de personnes qui sont devenues millionnaires en disant aux autres que c'est grâce à la loi d'attraction qu'ils sont devenus riches. Sous-entendu, pour gagner de l'argent via la loi d'attraction, il s'agit de faire croire aux autres que c'est la clé. Alors, est-ce que ça veut dire que ça a aucune valeur de visualiser le fait de s'enrichir? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que via le fait de visualiser de l'argent, les personnes changent leur rapport à l'argent, créent une relation plus cool, plus fluide, plus saine à l'argent. Et en ce sens-là, ça sert. Ce qui est néfaste, ce qui est dangereux, c'est de penser que c'est comme ça que ça va arriver. Si je devais choisir entre un David qui met son cœur au service de l'humanité pour devenir exceptionnel pour résoudre le problème des gens, et un David qui s'assoit sur son canapé à rien foutre et visualise qu'il va gagner de l'argent, il n'y a même pas d'hésitation. Donc attention à ces fantasmes qui vous font penser que vous avez un problème. Arrêtez de courir après l'argent, courez après la façon de progresser, de développer des compétences, d'être un meilleur communicant, d'être meilleur en organisation, d'être meilleur dans votre compétence. Développer des compétences qui sont précieuses. Est-ce que c'est pas inspirant de voir la thématique de l'argent comme ça? Si? Alors magnifique. Passons au paradoxe modèle numéro 3. Je vous ai dit qu'il s'agissait de résoudre des problèmes pour devenir riche, mais c'est pas la seule clé. Une société capitaliste, elle fait que vous êtes payé proportionnellement à la valeur perçue. Et là, il y a un mot que je viens de rajouter dont je vous ai pas parlé jusqu'à maintenant. En fait, la clé, c'est pas la capacité que tu as à résoudre les problèmes. La clé, c'est la capacité que tu as à faire réaliser aux autres que tu as la capacité à résoudre leurs problèmes. L'argent ne comprend pas l'éthique. L'argent ne comprend pas le bien ou le mal. L'argent n'a qu'un seul maître, la valeur perçue. Et donc, l'équation de l'argent, c'est la valeur donnée fois la valeur perçue. Une fois que j'ai compris qu'il s'agissait de résoudre un problème, mon deuxième jeu, c'est comment je fais pour augmenter la valeur perçue. Il faut comprendre que notre réalité, elle est subjective. On a tous des filtres différents sur le monde. Et donc pour qu'une chose ait de la valeur, il faut que la personne en soit consciente. L'or n'a de la valeur que si j'ai conscience que l'or a de la valeur. Si j'en ai pas conscience, c'est juste un métal parmi les autres. Et donc on filtre la réalité. Il y a plein de filtres et je pourrais vous faire plein d'autres vidéos sur comment fonctionnent les perceptions, mais j'ai choisi un des filtres qui me passionne le plus, le filtre des valeurs. On filtre la réalité à travers nos valeurs. Certains accordent de l'importance à la famille, d'autres à leur carrière, d'autres à leur spiritualité, d'autres à leurs relations. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. On imagine qu'on a deux personnes qui ont une forte valeur famille.
et on leur offre à tous les deux l'opportunité de s'offrir un voyage. On a notre première personne, nous allons l'appeler Marco. On lui propose un voyage et on lui décrit les paysages incroyables et magnifiques, l'eau cristalline, les montagnes flamboyantes, les bâtiments exceptionnels qu'il va découvrir. Et on a une autre personne à qui on décrit le même voyage, mais on lui propose de visualiser les souvenirs mémorables qu'il va créer avec sa famille. Cette photo qu'il va pouvoir prendre avec son fils, qui vont pouvoir se rappeler pendant des années, ces moments de connexion, ces moments d'aventure avec son mari, avec sa femme. C'est le même voyage, c'est exactement le même programme. C'est exactement la même date. Mais à votre avis, est-ce que ça a de la même valeur aux yeux de Marco et Rodrigo, ce même voyage? La réponse est non. La valeur réelle du voyage n'a pas changé, mais la valeur perçue du voyage a changé. Et donc, la valeur perçue, c'est la valeur donnée fois la valeur filtrée par nos valeurs. Posons-nous là-dessus. La valeur perçue, c'est la vraie valeur, parce que s'il n'y a pas de valeur, ben 0 fois quoi que ce soit, il ne se passe rien. Mais c'est notre valeur, la valeur qu'on donne, fois notre capacité à permettre à l'autre de voir que ça a de la valeur dans ses valeurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le sujet de l'argent vous intéresse et que vous avez envie, parce que j'en fais pas souvent, que je vous fasse d'autres vidéos sur le thème de l'argent, de la psychologie de l'argent, de la relation à l'argent, de comment s'enrichir, parce qu'il y a plein de choses que je pourrais vous partager. Souvent, ma femme, elle me dit « David, tu devrais en parler plus souvent, il y a tellement de choses que tu as appris. » J'ai changé mon rapport à l'argent en te voyant fonctionner, réfléchir, penser, etc. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui résonne, on vous en fera plus. Donc bref, là, du coup, mon jeu, ça devient pas seulement résoudre des problèmes, ça devient une nouvelle question qui est comment je montre que ce que je propose résonne avec les valeurs de l'autre. Ça demande du coup de savoir qu'est-ce qui est important pour l'autre et de le formuler comme on a vu avec l'exemple. Donc pour devenir riche, il faut apporter de la valeur en résolvant les problèmes douloureux, rapidement, avec un taux de réussite élevé, mais aussi en aidant les gens à voir les avantages de votre solution à travers leurs valeurs. Si la personne valorise les relations, comment votre solution va permettre plus de relations? Et si vos clients valorisent leur carrière, comment ça va permettre d'augmenter leur carrière? Si vos clients valorisent leur statut social, comment ça va leur permettre d'augmenter le statut social? Et dans une même solution, une tasse, elle peut avoir un bénéfice réel, immédiat, le fait de pouvoir boire, et elle peut avoir tout un tas de bénéfices, comme le statut qu'elle peut m'apporter, l'unicité de la tasse et donc me différencier des autres personnes, m'apporter une histoire à raconter, pouvoir trinquer avec mes amis. Cette même tasse, elle peut avoir 1000 déclinaisons possibles en fonction de l'audience à qui je m'adresse. Et si d'un coup je vends plus une tasse, mais je vends l'opportunité de trinquer de manière fun avec mes amis, les gens pour qui leur relation amicale est importante, ils vont avoir une image mentale qui est différente. Et donc, même si ma tasse n'a pas changé, la valeur de ma tasse perçue, elle a augmenté. Donc rappelle-toi que pour qu'une solution soit perçue comme précieuse, on veut bien la présenter. Comme un gâteau, même s'il est délicieux, personne n'y touchera s'il a l'air d'avoir été écrasé par un camion. Malheureusement, cette technique, elle est parfois utilisée de manière abusée. Prenons par exemple les yaourts dits allégés, qui sont souvent bourrés de sucre pour compenser la perte de goût due à la réduction de matière grasse. Ton snack qui t'est vendu comme sain, en fait, est peut-être un dessert déguisé. Je sais pas ce que t'en penses, tu peux me dire dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est abusé. C'est typiquement l'usage de ce qu'on vient de voir dans le paradoxe modèle numéro 3, utilisé sans prendre en compte l'intérêt du consommateur. Mais j'ai une bonne nouvelle, et c'est ce qui m'amène au paradoxe modèle numéro 4. Beaucoup de gens pensent, on l'a vu en introduction, que gagner de l'argent ça revient à arnaquer les autres. Et effectivement, tu vois des gens vendre de la merde et s'enrichir. Ça pourrait faire penser que la clé, c'est de vendre un produit de merde, un service de merde à des gens crédules. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle parce que l'humanité est bien foutue. Beaucoup de gens pensent que pour gagner de l'argent, ça revient à les manipuler pour qu'ils achètent. Effectivement, je peux être tellement bon dans ma manière de montrer la valeur de quelque chose qu'à partir de pas grand chose, la personne va y voir une valeur exceptionnelle. Mais si on est trop centré sur nous-mêmes, on est trop narcissique et qu'on essaye d'extraire plus de valeur que nous n'en fournissons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le désir de poursuivre la relation s'éteint. La personne n'aura pas envie de continuer de racheter, ma réputation va se détériorer et plus de personnes vont douter avant de s'engager avec moi. Et on perd la première chose qui compte le plus autour de l'argent, parce que l'argent repose sur une variable qui, quand cette variable est détruite, votre capacité à gagner de l'argent est détruite,
Cette variable, c'est là, attention, la confiance. La confiance qu'ont les autres en vous-même. Et vous perdez un autre type de confiance, qui est la confiance que vous avez en vous-même. Et donc quand on gagne de l'argent, qu'on ne pense pas consciemment ou inconsciemment réellement mériter, eh ben on finit toujours par payer quand même un prix. Parce que tu ne peux pas battre l'univers. Que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tu ne peux pas gagner sans perdre, perdre sans gagner, et tu ne peux pas obtenir sans payer un prix. Donc les gens qui pensent pouvoir vendre un produit de merde, un service de merde à grande échelle et s'enrichir, payent un prix. Quel prix ils payent? Ils vont payer un prix psychologique. Parce qu'à chaque fois que tu gagnes de l'argent, que tu sais que consciemment, tu n'as pas donné à la hauteur de ce que tu as reçu, tu vas avoir tendance à payer le prix dans des jeux d'argent, au casino, dans la prostitution, dans des dépenses compulsives, dans des addictions, dans des investissements qui sont douteux et pas stratégiques. Et tu vas tendre avec le temps à perdre tout l'argent que tu as gagné, que tu ne penses ne pas mériter. Tu vas tendre à te rendre malade, parfois même physiquement, et revenir au point zéro. Parce qu'on veut se débarrasser de l'argent qu'on pense ne pas mériter. En plus de ça, tu sacrifies ta crédibilité, ta notoriété. Et comme dit Warren Buffett, ça prend des années à construire une notoriété et ça prend très peu de temps à la détruire. Et donc à chaque fois qu'on est un peu trop narcissique et qu'on pense un peu trop à soi, le marché répond par nous acheter un peu moins, par plus d'insatisfaction. C'est dans notre intérêt de faire en sorte que les personnes avec qui on interagit ou on fait du business ou notre employeur aient la perception d'avoir reçu de la valeur. Encore une fois, c'est un jeu complexe parce que parfois la valeur réelle, elle est là, mais la personne ne la voit pas, ne la mesure pas, ne se rend pas compte de l'effort qui a été fourni pour apporter de la valeur jusqu'ici et se concentre sur les 1% qui lui vont pas. Effectivement, ça m'attriste toujours quand je vois sur Amazon des livres qui ont été votés 1 étoile. Le livre, il est incroyable, c'est 10 ans de travail de l'auteur et la personne met 1 étoile parce qu'il y a une page qui a été cornée par Amazon. C'est chaud quand même. Alors ça veut pas dire qu'on doit répondre à toutes les insatisfactions de nos clients parce qu'un client, c'est comme un enfant. Un enfant, il peut râler que sa maman lui donne pas une glace parce qu'il se rend pas compte que sa mère lui donne pas sa glace pour lui rendre service. Le point ici, c'est de bien comprendre que si tu veux gagner de l'argent à long terme, tu as besoin de gagner de l'argent d'une manière qui fait que toi tu te sens à l'aise. À l'inverse, ce qui est fascinant, quand tu gagnes de l'argent qui est bien gagné, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tendance à l'épargner. Tu vas l'utiliser pour construire ton futur et sécuriser ton présent. Tu vas avoir tendance à l'investir dans des projets importants qui te rapprochent de tes objectifs. Tu vas avoir tendance à le réinvestir dans l'épanouissement perso ou la croissance de ton entreprise. Donc l'argent du coup devient plus simplement une source de débauche et de libération pour combler un vide. À l'inverse, t'es rempli non pas par l'argent que tu gagnes, t'es rempli par le service que t'apportes. Et vu que t'es déjà plein, l'argent devient une source d'épanouissement et non une source d'évasion. Elle devient une source d'augmentation. C'est super important d'être tout le temps à l'écoute de ton marché pour savoir quand est-ce que tu es trop altruiste. Trop altruiste, ça veut dire que tu penses trop aux gens. Tu penses trop aux gens, donc tu mets ton prix trop bas, tu te vends pas assez cher, tu limites pas assez ton offre. Et le problème de ça, c'est qu'en voulant être quelqu'un de bien, quand tu es trop altruiste, tu gagnes pas assez d'argent pour pouvoir investir en technologie, en formation et pouvoir apporter plus de valeur. Tu es trop centré sur satisfaire le client à court terme. Et ça, c'est un truc sur lequel j'insiste en permanence avec l'équipe. Satisfaire nos clients, c'est avoir en tête de faire une différence vis-à-vis de la vision. Parce que sinon, naturellement, c'est ce que je leur dis. Si on demande à nos clients à quel prix vous aimeriez payer tel programme, ils vont dire gratuitement. Mais c'est pas servir la vision et nos clients que de faire nos programmes gratuitement. Parce que si les programmes sont gratuits, on peut plus recruter d'équipe. Si on peut plus recruter d'équipe, on n'a plus de recherche, on n'a plus de développeurs, on n'a plus de matériel, on n'a plus d'ingénierie pédagogique. Donc est-ce que tu vois que tu as besoin d'un bon équilibre entre narcissisme et altruisme? Tu as besoin d'être suffisamment narcissique pour penser à toi et générer de l'argent pour avoir davantage de ressources pour être suffisamment altruiste. Tu as besoin de ne pas être trop altruiste, sinon tu vas pas avoir assez de ressources. Et tu as besoin de ne pas être trop narcissique, sinon tu penses qu'à toi et tu penses pas à tes clients. Donc rappelle-toi que pour qu'une relation soit durable, un échange équitable doit être maintenu. C'est un peu comme dans un couple. S'il y en a un qui fait toujours la vaisselle et l'autre mange toujours les cookies, ça risque de pas durer longtemps. J'ai une question par rapport à ta phrase résoudre des problèmes douloureux rapidement avec un taux de réussite élevé. Parce que du coup, pour le coaching, le taux de réussite, il dépend pas que de nous au final, il dépend aussi du coaché. Mon gros souci, c'est d'annoncer mon prix avec en tête l'idée que potentiellement ça va pas marcher quoi. Dans la tête du prospect,
Qu'est-ce qu'il évalue quand il évalue la probabilité de réussite? Enfin, comment il évalue? En fonction de s'il atteint son objectif ou pas. Tu vas te faire opérer du cœur. La moyenne des taux de succès pour ton opération, elle est de 1% de Ok. survie. Tu as 99% de chances de mourir. Et il existe un chirurgien qui a un taux de succès de 10%. 90% de chances de mourir. C'est un peu mieux ou beaucoup mieux? C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est 10 fois mieux. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu vas être prêt à mettre plus d'argent? Oui, forcément. Est-ce que tu vas être prêt à mettre un peu plus d'argent ou beaucoup plus d'argent pour avoir 10 fois plus de chances de survivre? Beaucoup plus, oui, c'est sûr. C'est quoi la somme la plus élevée que tu pourrais arriver à rassembler en une semaine? En demandant à plein de gens, peut-être, je sais pas, on va dire 50 000 déjà. 50 000. Voilà. Et donc, tu as le choix entre un chirurgien à 1000 euros, 1% de chance de survie, ou tu as le choix d'un chirurgien, 10% de chance de survie, mais il est à 20 000 euros. Projette-toi vraiment. Bah, en toute honnêteté, je pense que j'irai pas. Parce que je me dirais que ça impacte les autres autour de moi. Donc, tu préfères mourir. Ouais, c'est moche, hein. C'est ton choix. Juste pour t'aider. Toi, donne-moi une personne que t'aimes, adulte. Ma mère, Imaginons que ta mère fasse le choix de ne pas t'en parler et se laisse mourir, alors que tu aurais pu trouver une solution de rassembler 20 000 euros pour l'aider à survivre. Comment tu te sens à l'idée qu'elle t'en ait pas parlé et qu'elle ait choisi de mourir? frustrée et en colère. Ouais. Ça t'apprend quoi, ça? Et ça va pas forcément aider les gens autour de moi si je fais ce choix-là, c'est vrai. Yes. Donc c'est un gros biais d'imaginer que c'est les desservir que de leur demander de l'argent. Parce que tu as plein de personnes autour de toi qui, je pense, préfèrent 1000 fois trouver des solutions pour contribuer à augmenter tes chances de survie de 10% que de se regarder devant le miroir en se disant, ça se trouve, elle serait encore vivante si je l'avais aidée. Tu prives les autres d'avoir la satisfaction de se dire, j'ai sauvé quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je pense que j'avais pas vu ça comme ça. Yes. C'est un autre sujet, hein. Reprenons notre exemple. Si on n'a pas cette histoire connexe très intéressante liée à, à cette croyance que ça dessert les autres de leur demander de l'argent, ce qui est, comme on vient de le voir, pas complet. Si on n'a pas ça, on est d'accord que tu vas être prêt à mettre plus d'argent et à te dépasser si tes chances de survie sont 10 fois plus élevées. Et si j'avais voulu jouer, j'aurais pu partir dans une autre direction pour simplement prendre ça. Je t'aurais dit, si c'est vis-à-vis de ta mère et que tu dois trouver 20 000 euros pour augmenter fois 10 les chances qu'elle survive, est-ce que tu les cherches, est-ce que tu les trouves? Il y a des grandes chances que oui. Si c'est pas ta mère, ça aurait pu prendre un proche. Donc en fait, le sujet, la réponse est forcément oui pour tout le monde. C'est comme ça qu'on est programmé. On va être prêt à mettre plus d'argent pour plus de certitude d'obtenir ce qu'on veut. Mais la leçon dans cet exemple, c'est quoi par rapport à ta question? Bah, c'est que l'important, c'est pas d'avoir 100% de garantie de réussite. Exactement. L'important, c'est quoi? En avoir un peu plus que les autres. Exactement. Un peu plus que les autres au prix que tu demandes. Naturellement, si, reprenons mon exemple, il existe un troisième chirurgien dont les chances de réussite, c'est pas 10%, mais 13%, mais par contre, c'est 1 million de dollars pour l'opération, bah même s'il existe mieux, de toute façon, si ta cible ne peut pas se l'offrir, Oui. c'est pas une question binaire, c'est une question sur la cour donnée, dans la cour dans laquelle tu joues, et donc la cour tarifaire dans laquelle tu joues, à quel point tu es capable d'apporter plus de certitude à la personne. Maintenant, la réalité, c'est que c'est même un peu plus subtil que ces deux variables-là, parce qu'il y a d'autres choses. Quand tu vas au restaurant, est-ce que la valeur de l'expérience au restaurant repose uniquement sur la qualité du plat qui t'est offert? Non. Et donc, même s'il n'y a pas le 100% de résultat garanti sur le résultat initial du coaching, du coup, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important pour toi, tes coachés, autre que le taux de réussite sur son sujet? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important pour lui? Qui, pour le coup, est beaucoup plus sûr d'arriver? Bah, l'écoute. Donc, il va avoir quelqu'un qui l'écoute. Et ça, c'est sûr. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Est-ce que ça a de la valeur pour lui? Oui. Voilà. Et donc, dans l'équation, c'est comme si on imaginait un truc qui est pondéré de plusieurs choses. Si, imaginons, le prix, c'est 1000 euros, c'est pas uniquement la certitude. Peut-être que la certitude, elle vaut 400 euros. Peut-être que être écouté, ça vaut 250 et ça va dépendre des gens. Là, se sentir compris, se sentir en lien, se sentir pas seul, ça a une immense valeur. Et donc, t'offres ça. Et là, je pourrais continuer de t'aider à voir les autres choses que tu offres. Certainement, une meilleure compréhension de soi-même, mettre le doigt sur son problème. Et donc,
Je t'invite à faire l'exercice de lister quelles sont toutes les choses que tu apportes dans ton expérience qui sont relativement certaines d'arriver et te rendre compte que tu vends cette expérience globale. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change ma certitude, en fait, sur la valeur de mon accompagnement. Exactement. Et à partir du moment où toi, tu vois, c'est vraiment l'exercice à faire entre toi et toi-même, les gens, ils pensent que la clé, c'est de convaincre les autres. Mais la clé, c'est de te faire ouvrir les yeux à toi-même. C'est vraiment réaliser tous les endroits où tu es excellent. En fait, c'est tout ce qui fait ta singularité que tu apportes à ton coaché et que tu peux d'ailleurs apporter davantage quand tu en prends conscience. Quand tu prends conscience que tu es super bon en synthèse, peut-être que tu peux lui synthétiser ses coachings et les autres coachs, ils mourraient à faire ce que tu fais. Si tu es super bon en visuel, peut-être que tu peux représenter le coaching de manière visuelle. Si tu es super bon pour faire du design, tu pourrais faire un livre qui symbolise le coaching et avec des prises de conscience du coaching, etc. Et à la fin du pack de coaching, il reçoit par la poste un livre et il est émerveillé. Il dit, c'est tout mon coaching de manière visuelle. Et là, tu vois, ça met des frissons. Tu vas mettre ta particularité, ta singularité au service de ton coaching. Donc, il y a deux aspects. Il y a réaliser ta valeur réelle que tu fais déjà sans t'en rendre compte. Et il y a, en conscientisant où tu es déjà bon, te dire comment je peux l'être encore plus. En fait, tout est possible. Et donc, tu vends non seulement pas que de la certitude, tu vends une expérience au global. C'est clé que toi, t'en prennes conscience. Ton client, il est simplement le miroir de ta certitude. La vente, c'est un transfert de certitude. Si toi, quand tu es en train de lui vendre ton coaching, s'il est célibataire, que la moitié de tes clients, à tes 10 précédents barbecues, ils ont rencontré l'homme ou la femme de leur vie, je peux te garantir qu'il va se dire, et il est quand le barbecue? À la limite, me coach pas, j'achète le barbecue. Et donc, j'exagère volontairement. À toi de capitaliser sur ta singularité et ça me frustre et ça me coûte énormément. Et c'est un peu ma mission de vie d'ailleurs. Je trouve que les gens réalisent pas à quel point ils sont des génies. C'est vraiment le combat de ma vie, hein. Il y a que toi sur cette terre qui a ton ADN. Il y a que toi sur cette terre qui a ton histoire. Il y a que toi sur cette terre qui a ton enfance. Il y a que toi sur cette terre qui a ta couleur de peau, tes centres d'intérêt, qui a ton âge à ce moment-là, dans cette année-là, cette expérience-là. Tu as un combo qui est unique et il existe des gens qui rêvent d'être servis par toi. Mais ils peuvent pas, un, te trouver si toi, tu prends pas la parole dans le sens de faire savoir au monde que tu veux donner ça aux gens et de toi-même voir la valeur que tu peux leur donner et leur faire visualiser, leur faire imaginer. Et la vente devient facile. Je vois les gens se lever le matin, porter des pulls Paradoxe, prendre le mug Paradoxe, je les vois révéler leur génie, porter le pull et se rappeler de la vie qu'ils ont envie de se créer. Je les vois utiliser l'application Paradoxe et grâce à la technologie pouvoir apprendre sur eux-mêmes. Je vois une communauté mondiale, des gens qui peuvent se connecter dans l'application. Je vois des événements incroyables. Je le vois. Et donc, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent parce que je suis un microbe dans l'équation globale de ce que j'ai envie de donner aux autres. Voilà, Ben, merci beaucoup, David. C'est cool. Ça a beaucoup de valeur. stylé. Passons au résumé de la vidéo. Paradoxe modèle numéro 1. Si vous voulez de l'argent, ne courez pas après l'argent, courez après des problèmes à résoudre. L'idée, c'est de regarder autour de toi, là où les gens ont des problèmes. Et tu veux prendre l'intersection de 3 cercles. Un premier cercle qui est là où les gens ont mal. Un deuxième cercle qui représente là où les personnes ont un vide de solutions qualitatives, c'est-à-dire qu'il leur manque une solution. Et un troisième cercle de là où tu es talentueux ou alors tu as un surplus d'attention et donc tu peux le devenir. À l'intersection de ces 3 cercles réside là où tu as le pouvoir de gagner davantage d'argent. Paradoxe modèle numéro 2. Plutôt que d'espérer obtenir de l'argent, de visualiser que l'argent va venir à toi, investis pour augmenter ta valeur. Sois prêt à payer un prix maintenant pour être payé au prix que tu souhaites demain. Payer un prix maintenant, ça peut vouloir dire plein de choses. Investir sur une technologie, investir sur le fait de pouvoir déléguer des choses, investir sur toi en investissant sur une formation pour développer tes compétences, qu'elles soient techniques d'un côté ou qu'elles soient de l'ordre de ce qu'on appelle nous les power skills, les compétences qui te donnent du pouvoir, ta capacité d'expression orale, de négociation, de gestion du stress, ta capacité à être stoïque, ta capacité à penser de manière critique ou encore ta capacité à poser des questions de qualité et à permettre aux autres de trouver une solution à un problème donné, ce qui est vraiment utile en termes de communication ou dans ta capacité à manager. Naturellement, si tu es la personne qui est au centre de la résolution des problèmes des autres autour de toi, tu deviens quelqu'un qui a une extrême valeur dans ton réseau. Moi, par exemple, en apprenant à coacher et en pouvant coacher des inconnus, des proches, des amis, la famille d'amis ou la famille de gens qui sont importants, ça a créé des opportunités pour moi qui sont dingues. Par exemple, ma rencontre avec Richard Branson est le fruit du fait d'avoir accompagné des personnes et mis cette capacité de coaching au service d'autres personnes. Paradoxe modèle numéro 3, plutôt que simplement apporter de la valeur en résolvant des problèmes douloureux,
rapidement et avec un taux de réussite élevé, en tout cas plus élevé que la moyenne, ce qui est déjà énorme et qui va te séparer de 90% de la population, permet aux autres de voir les avantages de ce que tu proposes à travers leurs valeurs, que ce soit ton prochain client, tes clients actuels, ton employeur, ton futur employeur. Les personnes ne peuvent pas forcément réaliser ce que tu es en capacité de leur apporter. Et apporter de la valeur, c'est pas uniquement sur l'idée centrale de ton poste, de ton service ou de ton produit. Une expérience, elle est globale. Ta capacité à mettre de l'ambiance et à faire en sorte que les gens se sentent bien au sein de ton équipe, c'est quelque chose que tu apportes en plus à ton employeur par exemple. Paradoxe modèle numéro 4, si tu es trop focalisé sur toi et l'argent que tu reçois et que tu n'aimes pas assez l'humanité pour t'assurer d'apporter de la valeur à la hauteur du prix que tu demandes, tu vas payer un prix autrement. Toutes les personnes qui arnaquent les autres payent un prix. Elles payent un prix émotionnel, elles payent un prix en culpabilité, elles payent un prix en compulsion, car on tend à éloigner l'argent qu'on pense ne pas mériter. Et aussi, elles payent le prix de détruire la confiance que les autres ont en elles. Encore une fois, on n'arrive jamais à être totalement équilibré, mais l'idée c'est d'être à l'écoute de ce que dit ton employeur, ton marché, tes clients, pour voir si justement tu es trop focalisé sur toi. A l'inverse, si tu te focalises trop sur les autres et dénigres le fait de recevoir comme quelque chose de mal, tu vas faire payer aux autres le prix, paradoxalement, de ne pas pouvoir continuer à les servir, ou en tout cas continuer à les servir au même degré, au même niveau, avec la même énergie, avec le même enthousiasme. Et en plus de ça, tu ne vas pas pouvoir investir pour t'améliorer, pour mieux les servir ou servir davantage de personnes. Arrêtons-nous quelques instants, parce que là, il y a un paradoxe qui est extrêmement important. Quand j'essaye de n'être qu'altruiste au point d'oublier mes besoins, paradoxalement, tu es aussi égoïste, parce que tu vas priver les autres de pouvoir continuer de les servir. Tu vas priver les autres de pouvoir t'améliorer pour mieux les servir ou servir davantage de personnes. Donc c'est ça le paradoxe modèle numéro 4. Plutôt que d'être trop sur toi ou trop sur les autres, cherche l'échange équitable. Cherche l'échange win-win. Quand on fait ça, on s'enrichit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça a été beaucoup de travail de créer quelque chose de structuré comme ça et d'autant plus le donner gratuitement sur YouTube. On le fait parce qu'on a vraiment envie qu'un maximum de personnes puissent changer leur vie, qu'ils investissent ou non dans les formations de Paradoxe. En tout cas, on a vraiment envie de faire une différence dans ta vie. Donc dis-moi en commentaire si cette vidéo elle a eu de la valeur pour toi. Si la thématique de l'argent, c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi, comme ça on va pouvoir le faire davantage. Et notre petit rituel, mettez-nous en commentaire les questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. Soyez fous, autorisez-vous à partir sur n'importe quoi, l'argent, le couple, le sexe. À partir du moment où il y a un enjeu psychologique, j'y répondrai avec plaisir. On mettra vos questions dans la Paradoxe Box et on piochera les prochaines vidéos. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, ça a été beaucoup de travail, mais c'est pas tout. Les amis, j'ai une excellente nouvelle. Vous savez qu'il y a une question qui me fascine depuis des années, c'est pourquoi certaines personnes galèrent à accumuler de la richesse pendant que d'autres construisent leur liberté financière. Donc pendant longtemps, j'ai cru que c'était une question de chance, d'opportunité, même d'intelligence, mais j'ai découvert que c'était faux. La vraie différence, elle commence par comprendre ta personnalité et utiliser tes forces à ton avantage plutôt que ce que font la plupart des gens, qui est l'opposé, qui est de subir leurs faiblesses. Et donc ça fait des mois qu'on bosse sur la plateforme Paradoxe, développeurs, ingénieurs, chercheurs, et on a créé un outil unique, un test de personnalité inspiré du DISC qui te montre en fonction de 12 profils possibles comment ta personnalité impacte tes finances. C'est une feuille de route qui est personnalisée pour comprendre tes forces et faiblesses et comment éviter les erreurs typiques liées à ton profil. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a décidé de vous l'offrir gratuitement pour les 1000 premiers qui font le test. Donc tu as juste à cliquer sur le bouton ou sur le lien, passer le test en moins de 5 minutes et avoir les résultats. À Paradoxe, on croit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité financière, il y a juste des stratégies qui te correspondent ou non. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'était un taf de ouf en développement, en design, en psychologie. On décide de l'offrir gratuitement parce qu'on a envie de faire une différence auprès des personnes qui vont au bout de nos vidéos et qui nous suivent, qui font partie de l'audience. Donc bref, les amis, faites le test et dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir et les résultats que vous avez reçus. Et c'est là que tu te rappelles que le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais.